diététicienne et je suis... Yes. Alors, voilà. Donc, pour le moment, donc, je vais vous parler des grandes généralités du diabète et de l'alimentation et surtout essayer de répondre aux questions qui sont les plus courantes par rapport aux interrogations que vous vous posez sur les différents aliments qui sont interdits, autorisés, recommandés et voire aussi parfois les régimes ou les médecines complémentaires qui peuvent être conseillées dans ces cas-là. Donc, on pourrait en parler pendant des heures, mais on va essayer d'aborder surtout des choses courantes. Alors, au départ, voilà. La première idée un petit peu que l'on a, c'est de pourquoi je suis devenue diabétique, étant donné que je ne mange pas particulièrement trop sucré ou jamais de sucre. Alors, ce n'est pas forcément lié à cet apport trop important au niveau des glucides, mais plutôt un problème au niveau de l'organisme. C'est pour ça qu'on parle de maladie métabolique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'organisme qui ne remplit pas sa fonction d'absorption des glucides, voire et souvent lié à des erreurs d'hygiène de vie, hygiéno-diététique, comme on pourrait le dire. Voilà. Donc, ces sucres de notre alimentation qui ne sont plus assimilés comme il faut, finalement, on va les retrouver dans notre sang, ce qui est mesuré par la glycémie, ou dans les urines, ou sous forme de graisse, puisqu'on va les transformer et les stocker. Bien sûr, dans tout ça, il faut tenir compte de la génétique, des terrains familiaux, de différentes maladies qui peuvent engendrer des diabètes, et puis également différencier les types 1, type 2 et le diabète gestationnel. Mais ça, c'est des choses que vos personnels de santé, vos médecins pourront vous expliquer plus précisément. Alors, les clés du changement, quand on apprend qu'on est diabétique, eh bien, c'est déjà de refaire le point, faire une photographie sur votre alimentation en règle générale, et bien sûr d'avoir ce que l'on appelle une alimentation équilibrée, ce qui n'est pas toujours évident parce que qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée? Donc, on va essayer au fur et à mesure des diapositives suivantes d'y répondre. Surtout de retenir qu'il n'y a pas de suppression d'aliments. Les cas de suppression sont vraiment sur des pathologies très graves telles que des vraies allergies ou des contre-indications absolues, soit par un traitement, soit par un dysfonctionnement d'un organe, mais que on parlera plus d'autorisation en termes de quantité ou de fréquence. Une clé importante, c'est l'activité physique. Et plus que dans l'intensité, elle sera mesurable parce qu'elle est efficace, parce qu'elle est régulière, et tant que possible parce qu'elle plaît. Pas sous contrainte, mais ce qui nous permettra aussi de la rendre régulière. La plupart du temps, le fait de perdre aussi du poids, alors je parle la plupart du temps, pas sur des diabètes type 1 ou autre, le fait de perdre un petit peu de poids arrange aussi, entre guillemets, les bilans sanguins et glycémiques. Donc ces objectifs sont d'apporter quand même ces glucides, ces sucres, parce que c'est le carburant principal de l'organisme. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est cibler leur qualité, d'avoir les bons sucres qui vous permettent d'amener le bon carburant et de permettre à tous les organes de fonctionner, y compris les muscles, et d'avoir une activité quotidienne facilitée. Donc, on parlera de glucides simples ou de glucides complexes. La différence, c'est leur capacité et leur rapidité à être absorbés par l'organisme, avec ou sans traitement. Donc, on jouera aussi sur la façon de les préparer, de les cuisiner et la façon de composer ces repas pour faciliter cette absorption. Alors, donc, pour aborder un petit peu toutes ces thématiques, j'ai fonctionné pour que ce soit peut-être plus simple sur des idées reçues et des vrais faux. Donc, moi, je vais m'attarder sur la partie vraiment alimentaire, pas sur les traitements, parce que ça pourrait être aussi quelque chose de complémentaire où on pourrait cibler les idées. Alors, on peut se dire que je ne peux pas manger de fruits en étant diabétique, comme la banane, le raisin et les cerises. Donc, il est vrai que ce sont parmi tous les fruits qui existent, sur le papier, en termes de composition, contiennent beaucoup de glucides. Alors, ce n'est pas réellement du glucose, mais plutôt du fructose. Donc, c'est un sucre un petit peu plus particulier qui met un petit peu plus de temps à être absorbé, qui ne nécessite pas forcément une sécrétion d'insuline particulière. Par contre, la banane, entre autres, c'est un amidon
c'est un amidon, donc un sucre plutôt complexe. Et on s'est aperçu que le raisin et les cerises ont ce qu'on appelle un index glycémique bas, donc ils mettent plus de temps finalement aussi à être absorbés. Sachant que quel que soit le fruit, s'il est mélangé au reste du bol alimentaire, on n'aura pas ce qu'on appelle un pic de glycémie. Il n'y a pas d'interdit. Évidemment, si vous vous prenez pour un petit merle et que vous allez grimper directement dans le cerisier et que vous en mangez des quantités astronomiques et plusieurs fois dans la journée et hors des repas, évidemment, on aura un impact assez direct sur la glycémie. Attention aussi à la notion de fruits secs, tels que les abricots, les dattes, les pruneaux, les figues, qui sont en fait des concentrés de sucre, puisqu'en fait, il faut bien s'imaginer que le fruit réhydraté, il a un poids et une taille assez importante. Quand il est déshydraté, on a concentré les sucres à l'intérieur. Donc méfiance, parce qu'en manger un, en manger deux, pourquoi pas, surtout en cas d'hypoglycémie, mais sinon, ils sont quand même source importante de glucides. Les fruits dits oléagineux, ce qu'on pourrait appeler les fruits à coque, on fabrique de l'huile avec. Je pense aux noix, noisettes, amandes. Donc, ne contiennent pas les mêmes glucides aussi, donc vont être absorbés plus lentement, n'auront pas d'impact aussi rapide, mais ils restent caloriques. Donc, si on est dans une démarche aussi de surveiller un petit peu son poids, il ne faut pas non plus en abuser. Un fruit ou un jus de fruits ou des compotes, tout ça c'est à base de fruits. Sauf que l'équivalent de 200 millilitres de jus de fruits, d'un verre de fruits, c'est l'équivalent d'un fruit normal, comme si vous mangez une pomme ou si vous mangez une orange. Et on va avoir même parfois le double de cette teneur en fruits. Donc finalement, on a le double en glucides et en plus, comme il est sous forme liquide, il va être absorbé beaucoup plus rapidement. Là aussi, ils sont souvent utilisés les jus de fruits en cas d'hypoglycémie. Les compotes, par contre, ce sont des fruits cuits. Alors, le fait de les mettre en compote, vous avez détruit un petit peu les fibres du fruit, donc il y aura une absorption aussi un petit peu plus rapide des sucres de ce fruit. Finalement, un fruit entier cru avec ses fibres et une mâche sera beaucoup plus intéressante qu'un jus de fruits, qu'un fruit sec ou qu'une compote. Alors, le miel ne fait pas monter les glycémies. Alors, je dirais vrai et faux. Vrai et faux parce qu'il contient à la fois du glucide et du glucose, pardon, et du fructose. Donc, le fructose, comme pour les fruits, fait un petit peu moins monter les glycémies. Mais ça reste du sucre, comme tous les autres sucres, même naturels. Le sucre roux, le sirop d'agave, d'érable, de coco, les confitures, les édulcorants. Les édulcorants étant un petit peu à part ils ont ce qu'on appelle un pouvoir sucrant sans apporter de sucre. Par contre, ils font travailler notre cerveau avec un appel au sucre qui nous pousse à manger des choses plus sucrées. L'intérêt de ces sucres plus naturels, parce que finalement le sucre vient de la betterave ou de la canne à sucre, donc il est aussi naturel, c'est qu'ils ont une capacité à avoir un fort pouvoir sucrant qui nous permet d'en mettre un petit peu moins et de garder une saveur. Donc, si vous en mettez une petite goutte, une cuillère à café dans quelque chose que vous allez là aussi manger en fin de repas, je pense par exemple à un yaourt ou un fromage blanc nature, comme c'est mélangé au reste du bol alimentaire, vous avez moins de risques que de prendre une tisane avec une cuillère à soupe en plein après-midi de miel à l'intérieur. Là encore, c'est une question de quantité et de fréquence. Sachant que la confiture, par exemple, c'est 50% de sucre, 50% de fruits, 50% de sucre. Donc, c'est quand même aussi un apport sucré moindre d'un seul coup par rapport à du sucre de table ou un carré de sucre. Alors, mieux vaut manger du fromage que de la charcuterie. Alors là, on pourrait raisonner sur le fait que ça nous amène de la matière grasse qui peut être, on va dire, on va la surveiller également. Là, on est dans l'esprit des complications liées au diabète, donc les maladies cardiovasculaires, voire les complications liées à une hypercholestérolémie. Sachant que, en effet, le fromage aura un intérêt puisqu'il a un apport également de protéines, de produits laitiers, de vitamines grasses et de produits laitiers, de calcium. Sachant que la charcuterie, on a aussi des protéines, mais en moindre quantité, mais on a aussi beaucoup, beaucoup de sel, qui n'est pas non plus un des éléments qu'on va favoriser, car on connaît les risques d'une surconsommation de chlorure de sodium, de sel, à la fois pour les reins et pour le cœur.
Donc, ce n'est pas à choisir l'un ou l'autre, puisqu'on est aussi dans deux catégories d'aliments différents, mais là encore, d'en manger avec parcimonie et en fait aussi selon les goûts de chacun. Les légumes de saison, comme les champignons, butternut et autres cucurbitacées tels que le potiron, sont déconseillés. Alors, pas du tout, puisqu'en fait, on est bien dans une catégorie alimentaire que sont les légumes, qui sont préconisés en quantité suffisante à chaque repas pour l'apport des fibres, la satiété et les vitamines qu'ils contiennent. Donc, on a des teneurs très raisonnables puisqu'en étant sur des catégories légumes, on n'a pas des hausses de glycémie importantes. Donc, ils peuvent tout à fait être consommés. Donc là, j'avais choisi les légumes de saison, d'automne, puisque nous sommes au mois de novembre. La farine blanche est à proscrire quand je cuisine des gâteaux. Alors, oui et non, parce que c'est celle qui fera le moins de grumeaux. Pourquoi? Parce qu'elle est très raffinée et qu'elle ne, quand on va faire de la pâtisserie, ce sera la plus facile à être utilisée. Par contre, elle, comme elle est raffinée et on donne des numéros aux farines, donc plus on aura des numéros faibles, plus on aura un sucre raffiné, donc un sucre dit rapide. Si on choisit des farines complètes ou des farines de sarrasin, des farines de châtaigne, des choses comme ça, on aura plus de fibres en présence. Ce sera plus intéressant en termes de stabilité de glycémie. L'intérêt, c'est surtout que de toute façon, il vaut mieux faire soi-même ces gâteaux puisque vous contrôlerez de toute façon l'apport en sucre général qui souvent peut être divisé par deux par rapport à une recette traditionnelle. Et on peut jouer sur des arômes majorés tels qu'utiliser plutôt du sucre vanillé plutôt que du sucre blanc, de jouer sur la cannelle, de jouer sur les fleurs d'oranger qui permettent de faire des gâteaux parfumés sans rajouter de sucre autant que sur la recette. On les mangera également accompagnés soit d'un laitage ou en fin de repas en ayant surveillé d'avoir peut-être diminué son pain sur le même repas ou d'une ou deux cuillères à soupe les pâtes ou le riz qu'on aurait mis au même repas où on va manger un gâteau. Le pain noir ou les pâtes complètes sont plus nourrissants et conseillés aux diabétiques. Alors, je dirais oui. Pourquoi? Parce que là encore, c'est une question de présence de fibres qui sont là pour faire travailler tout le système digestif et englober les sucres dits rapides ou les quantités de graisse supérieures à ce que aux recommandations. Donc, on a une espèce d'emprisonnement, si on pourrait dire, qui va permettre de ralentir l'absorption des glucides ou des mauvaises matières grasses tout au long de la digestion. Ça va également, ces fibres sont ce qu'on appelle des prébiotiques qui vont nourrir nos bonnes bactéries qui sont présentes déjà dans notre intestin et qui vont jouer aussi un rôle régulateur au niveau de la satiété. Donc, l'envie de manger moins ou en tout cas plus lentement parce que c'est des aliments aussi qui sont plus denses. C'est le cas de tout ce qu'on appelle les légumes secs, légumineuses, tels que les lentilles, les pois cassés, les fèves, les haricots blancs, les haricots rouges. Alors, il est vrai, certes, qu'il peut y avoir des effets secondaires qui sont plutôt du type ballonnement, mais ce sont des vrais fécules lents. On a une absorption très, très lente, avec une bonne répartition énergétique dans le temps et qui ont tout intérêt. C'est des aliments clés de notre alimentation. Les biscuits salés, type apéritif, augmentent le taux de sucre comme les autres biscuits, c'est-à-dire les autres biscuits sucrés. Alors, je dis vrai. Alors, c'est une saveur, c'est-à-dire que le sel va apporter une saveur qui donne d'ailleurs, apéritif veut dire ouvrir l'appétit, donc qui ouvre l'appétit. Quand on commence à en manger un, on a envie d'en manger plusieurs. Et ils sont aussi, malgré tout, à base de farine. Donc, on peut avoir une influence sur la glycémie liée à leur composition de base de farine, voire même en excipient, on retrouve, et c'est là qu'il faut se pencher aussi sur les étiquettes des produits, du sirop de glucose ou du sucre ajouté. Donc attention, car en effet, même les gâteaux apéritifs salés vont avoir un impact sur les glycémies et bien sûr sur les prises en termes caloriques, sur le poids si on cherche à surveiller son poids. Alors, il existe des régimes alimentaires qui soignent le diabète. Alors,
Soigner le diabète, c'est compliqué, mais ça, c'est aussi au niveau médical qu'il faudra faire le point. Si on a un terrain à être diabétique, il y a une fragilité, une proportion à devenir diabétique. Soigner le diabète, on peut tout du moins améliorer son hygiène de vie, de peut-être limiter l'escalade médicamenteuse, mais en attendant, on n'a pas trouvé de régime qui permettrait du jour au lendemain de devenir non diabétique. Donc attention aux diètes qui pourraient être préconisées. On n'a pas toujours le recul suffisant sur les impacts tels que les diètes cétogènes ou les régimes hyperprotéinés ou les jeûnes thérapeutiques qui ont tous un intérêt peut-être certains sur certaines maladies, sur une hygiène de vie de mise au repos, sur un peut-être parfois sur une démarche éthique. Voilà, le seul qui, à l'heure actuelle, fonctionne parce que c'est une donnée médicale, c'est ce qu'on appelle l'index glycémique, qui en fait est simplement un outil qui nous permet de mesurer la vitesse d'absorption d'un aliment en fonction de la composition du repas ou de la façon dont il est cuisiné. Pour exemple, une pomme de terre cuite au four avec sa peau aura un index glycémique beaucoup plus bas que si elle est préparée en frites ou en purée. Tout simplement parce que la cuisson et le hachage va jouer sur la teneur en fibres de l'aliment brut de départ. Voilà. Donc l'index glycémique nous permet finalement de jouer sur les absorptions des aliments. Les sportifs s'en servent aussi pour connaître les fruits ou les aliments ou les légumes qui ont une absorption plus lente. Un pain complet aura un index glycémique plus intéressant qu'une baguette blanche industrielle. Voilà. Donc ça, c'est pas vraiment un régime, mais en attendant, on peut construire une hygiène de vie grâce à cet index-là. Alors, juste si je reviens un tout petit peu en arrière par rapport au régime et aux compléments alimentaires également qu'on peut rencontrer, on a des choses, on parle du chrome, on parle des feuilles de mûrier, des choses des complémentations nutritionnelles qui peuvent maintenir un métabolisme adapté aux glucides. Pourquoi pas? Là encore, tout ça se discute, se teste, mais en soi, ce n'est pas le traitement adapté pour un diabète. On est sur un rappel hygiéno-diététique principalement et ne jamais prendre de complémentation sans avis médical. Alors, pour résumer un petit peu, là, vous avez l'ensemble des groupes alimentaires que nous devons consommer de façon régulière, en quantité adaptée à chacun. Chaque personne est différente, chacun aura besoin de quantités bien spécifiques à ses besoins ou à ses activités. Tout ça dépendra de son sexe, de son âge et de ses activités professionnelles ou de loisirs. Donc, on sait que, eh bien, il nous faudra un élément de chacun de ces groupes en quantité adaptée à chacun, en fonction de la faim aussi. Donc, les bons mangeurs, on ira peut-être aller vers des aliments qui sont riches en fibres pour avoir un effet de satiété. Des gens qui ont une hypercholestérolémie, on surveillera les apports de matières grasses en choisissant leur qualité. Pour les végétariens, on verra comment on peut compléter quand on mange pas de protéines d'origine animale, parce qu'on voit qu'il y a ce groupe alimentaire, mais qu'il y a des alternatives aussi, que les produits sucrés ont leur place, mais en quantité, en fréquence et à des moments bien particuliers, et que la seule boisson indispensable est l'eau. Donc, bien retenir qu'un diabétique mange normalement 2 à 3 fruits par jour, plutôt en fin de repas, jamais seul en dehors des repas, que les légumes sont à volonté, qu'ils sont présents aussi à chaque repas, féculents également pour un effet satiétant et pour apporter de l'énergie sous forme complexe, les laitages 2 à 3 par jour pour un adulte bien portant et un peu de protéines à chaque fois. Voilà. Et que c'est bien des adaptations vraiment particulières à chacun. On retrouve donc dans le PNNS, le plan nutrition santé national, toutes les recommandations avec des images qui peuvent permettre d'être un petit peu plus ludiques en pense-bête, où on repère le sel et les produits sucrés en faible quantité et modération, mais que en avant, on retrouve bien les fruits et légumes, les féculents complets et une bonne hydratation.
Voilà, j'espère avoir répondu assez globalement à toutes les questions, sachant qu'on va en avoir très certainement en fin de session ou à part pour répondre aux questions des participants. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Elodie pour cette présentation. Alors, vous l'avez compris, hein, c'était notre diététicienne nutritionniste. On n'a pas fait les présentations au début, mais voilà. Deux petites choses à vous dire effectivement qu'on n'a pas pu vous préciser au démarrage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous verrez en bas de votre écran, il y a un petit Q et R. Donc, il faut cliquer et vous pouvez poser vos questions à cet endroit-là. On a coupé les caméras et les micros volontairement puisque le webinaire est enregistré. Donc après, il y a un replay. Et donc pour le droit à l'image et la confidentialité, on ne peut pas voilà, ouvrir les caméras. Mais sachez que vous pouvez poser vos questions à ce niveau-là. Et la deuxième chose, c'est que vous avez été quand même nombreux à m'envoyer des questions avant le webinaire. Donc sachez qu'on ne les a pas oubliées. On y répondra après les interventions en fin de webinaire. Voilà. Ben maintenant, je laisse la parole au docteur Morgane Lacaille-Joris, qui est médecin coordinatrice de l'éducation thérapeutique du patient du centre d'examen de santé de Tours, qui va nous présenter les examens recommandés et accompagnement personnalisé. C'est à toi. Merci Fanny, bonjour à tous. Je ne me représente pas, tu l'as fait magnifiquement bien. Donc l'idée ce soir, je pense qu'on peut le dire vu qu'il fait quasiment nuit, c'est d'aborder brièvement les examens recommandés du diabète et de vous faire un petit mot sur qu'est-ce qu'on propose au centre d'examen de santé de l'UCIR ça à la Riche pour accompagner les personnes diabétiques. L'idée c'est qu'on arrive à garder un petit peu de temps pour des questions. Morgane, excuse-moi de t'interrompre, je pense Oui, que tu n'es pas en plein écran non plus. pourtant, si moi je le vois en plein écran. Ok. On a ton écran, tu vois tes deux diapositives, voilà, celle que tu as en cours et la diapositive suivante. Moi, je me Après, vois c'est pas. pas très grave, non. On voit quand même l'essentiel. Non, c'est embêtant. Attends, hop, j'ose pas trop. Non, bah écoute, c'est pas grave. On reste comme ça, ok? Ok, moi j'ai deux écrans, alors c'est peut-être un peu ça Oui, qui... oui, oui, c'est ça, c'est parfois un peu. Là, c'est bon? Bah là, on n'est pas toujours en plein écran, tu sais, c'est comme Elodie tout à l'heure, on voit ton diapo en mode travail un peu, mais on Bon, voilà, voit quand bienvenue même dans ce qu'il y a mon écrit monde. dessus, c'est l'essentiel. Bienvenue dans mon monde. On Hop. nous pardonnera. Et là, Alors là, pour le moment, on n'a pas de partage. normalement, si. Alors, et que je suis même plus avec vous, je crois. Si, Si. si, t'es avec nous. Alors, hop, tac. Ça fera l'affaire. OK? Oui, mais c'est que moi, Oui. je suis un peu embêtée avec mes T'inquiète, deux écrans, mais je vais m'en sortir. t'inquiète, il n'y a pas de souci. Je te relaisse la main, tout va bien. Allons-y gaiement. Alors, pourquoi? Donc, les examens indispensables. Alors, ils sont étiquetés au nombre de 7. Cependant, ils sont en fait plus ou moins nombreux et ça dépend vraiment de chacun. Donc là, on va se faire des petites recommandations générales, mais c'est toujours à adapter en fonction de la situation personnelle et avec le médecin prescripteur, qui est en général le médecin traitant. L'objectif, il est multiple. Ça va être de surveiller l'équilibre glycémique, donc l'équilibre du diabète. On verra que c'est le premier examen que je vous citerai. Ça fait un petit peu liste à l'après-vert, mais on va tâcher d'être agréable. Le deuxième objectif, ça va être de dépister et de surveiller les complications qui peuvent être assez nombreuses dans le cas du diabète, et également de surveiller les autres facteurs de risque cardiovasculaire, parce que le diabète en est un, mais il y en a d'autres, et ça permet grosso modo d'évaluer un risque cardiovasculaire global qui va aussi influencer la manière dont vous serez suivi. Par qui? Donc, comme je vous disais, c'est vraiment le médecin traitant qui est le premier coordinateur et le premier suiveur de chacun. Il est plutôt recommandé d'aller le voir, on dit, tous les 3 mois.
ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. Et évidemment, dans le suivi du diabète, ensuite, entre plein d'autres professionnels médicaux et paramédicaux, on a vu que la diététicienne pouvait rentrer dans ce suivi. Évidemment, on pense aux pharmaciens, pharmaciennes, aux infirmiers, infirmières, aux diabétologues, aux cardiologues. Je citais le pédicure podologue, mais il y en a évidemment d'autres potentiellement. Quand est-ce qu'on réalise ces examens indispensables? Souvent, quand on diagnostique le diabète, en fait, l'hyperglycémie chronique, elle n'est pas là depuis la veille. Elle est là depuis un certain temps, parfois certains mois, parfois plusieurs années. Parfois, on s'est dit, oh, c'est presque, on y est presque, mais on fait attention. Alors qu'en fait, on aurait pu poser le diagnostic plusieurs années avant. Donc, en général, dès le diagnostic, on fait tous ces examens indispensables de surveillance et d'évaluation des complications. Ensuite, on le fait très régulièrement. En fonction des examens, certains seront à faire environ tous les 3 mois et d'autres tous les 1 à 2 ans. Ça dépend de l'examen en question et puis de la situation individuelle. Donc, quels examens? Je vous ai pris un petit peu ce schéma du corps humain qui est issu d'un document de l'assurance maladie qui s'appelle les 7 examens de suivi du diabète pour qu'on les cible un petit peu dans l'ordre. Et puis, vous avez ce nuage de mots à droite qui sous-entend que c'est plus compliqué que juste cocher 7 cases d'examen, puisque à chaque fois, pour une catégorie d'organes, pour un examen, il va quand même y avoir plusieurs étapes, notamment de discussion avec son médecin traitant qui va voir si vous avez des symptômes en lien avec l'organe en question dont on va parler, l'examen. Est-ce qu'il va vous examiner? Il va voir voilà, s'il y a des signes cliniques, puis éventuellement faire les examens. Donc c'est plus simple que juste de cocher une liste d'examens, ça c'est fait, ça c'est pas fait. C'est vraiment une discussion, un examen clinique, médical au cabinet du médecin, et ensuite éventuellement des examens complémentaires. Le premier examen que je vous ai mis dans la liste, c'est l'hémoglobine glyquée. On résume souvent HbA1c. C'est un dosage qu'il est recommandé de faire tous les 3 mois au laboratoire. Et ça vous reflète la moyenne des glycémies sur les 3 derniers mois. C'est-à-dire, si vous faites une hémoglobine glyquée là, vous aurez grosso modo comment ont été vos glycémies en octobre, septembre et un petit bout d'août. L'idée, c'est que ça reflète donc l'équilibre du diabète et c'est là-dessus qu'on va se baser pour voir est-ce que le diabète était équilibré les 3 mois précédents, est-ce qu'il faut ajuster le traitement, est-ce qu'il faut refaire des recommandations d'ajustement, alimentation, activité physique. Et cet objectif, cette hémoglobine glyquée, elle se chiffre en pourcentage. En général, on fixe l'objectif, la rigueur de l'équilibre du diabète en fonction de chaque personne. Souvent, c'est entre 6,5%, donc il essaie d'être en dessous de ce résultat-là tous les 3 mois. Quand c'est un diabète qu'on découvre récemment, qu'on est jeune, qu'on n'a pas de complications, qu'on n'a pas ou peu de traitement, l'idée c'est d'avoir ce pourcentage inférieur à 6,5. Et puis ensuite, en fonction de l'ancienneté du diabète, des complications qu'on a, de son âge, on peut monter jusqu'à 8% de tolérance. Au-delà, on estime que le diabète est déséquilibré et il faut quand même remanier certaines choses. Dans certains cas précis, d'un équilibre du diabète vraiment stable, sans changement de traitement, on peut parfois passer à seulement une hémoglobine glyquée tous les 6 mois. Ça arrive, ça se discute avec son médecin traitant ou son diabétologue. La recommandation, c'est plutôt tous les 3 mois dans la situation générale. L'examen suivant, c'est ce qu'on appelait avant le bilan lipidique. Maintenant, on dit l'exploration d'une anomalie lipidique. Et sur vos ordonnances de prise de sang, vous verrez parfois EAL. C'est le dosage du cholestérol, du bon, du mauvais et des triglycérides, qui sont des gras différents. Et ça, c'est recommandé au moins une fois par an. Ça se fait à jeun, de la veille au soir. Idéalement, il faut être à jeun de 12 heures. Ça peut être un petit peu long. Juste de l'eau, s'il y a besoin éventuellement. Le mauvais cholestérol, c'est lui qu'on va le plus surveiller, c'est le LDL cholestérol. Et de la même manière, on fixe une limite qu'on souhaiterait ne pas voir être dépassée en fonction du risque cardiovasculaire global de chaque personne. Donc pour chaque personne, on va se dire déjà qu'il y a le diabète en risque cardiovasculaire. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous avez des antécédents familiaux? Est-ce que vous avez de l'hypertension artérielle, etc., etc. Et en fonction du risque cardiovasculaire global, on va se dire, voilà, il faudrait que le mauvais cholestérol, LDL, dépasse pas 1,60, 1, 0,7. Donc tout ça, ça se définit individuellement
Et donc souvent, vous n'avez pas de limite écrite sur vos résultats de prise de sang. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de discuter de vos résultats avec votre médecin traitant pour savoir, vous individuellement, quel est le seuil qu'il ne faudrait ne pas dépasser, où vous en êtes et comment faire pour optimiser tout ça. Donc au moins une fois par an, dans l'idée d'évaluer le risque cardiovasculaire global. Sans transition, une fois par an, l'idée c'est de s'intéresser sur le plan cardiovasculaire en général. Donc à chaque visite chez le médecin, il faut prendre une fois la pression artérielle. Ça peut être plusieurs fois si elle est un peu haute, ça peut être aux deux bras pour voir si elle est identique. L'idée étant de dépister ou de suivre une hypertension artérielle potentiellement associée au diabète. Une fois par an, parfois tous les 2 ans, plutôt une fois par an, est recommandé de faire un électrocardiogramme. C'est cet examen avec des électrodes autour du cœur et aux quatre membres qui permet d'évaluer l'activité électrique du cœur et éventuellement de voir s'il y avait un trouble du rythme cardiaque, mais aussi ce qu'on appelle une ischémie silencieuse. Parce qu'on sait que dans le cadre du diabète et des diabètes, souvent quand ils sont un peu déséquilibrés ou que ça fait un moment qu'on l'a, on peut avoir des infarctus qu'on ne sent pas. C'est environ 50% des infarctus chez le diabétique qui sont silencieux. C'est-à-dire qu'il se passe des petits trucs, mais il n'y a pas la douleur typique de l'infarctus comme on la connaît dans les livres. Donc pouvoir dépister ça, c'est intéressant. Au-delà de cet électrocardiogramme tous les ans, certains vont avoir besoin d'aller voir le cardiologue régulièrement, voire de faire des épreuves d'effort pour tester le cœur à l'effort en milieu médicalisé. Pour le risque cardiovasculaire global, donc on a vu le diabète, on a vu l'hypertension, mais il faut aussi penser évidemment au tabac, à l'activité physique, à la sédentarité, au syndrome d'apnée du sommeil. Il est aussi recommandé, un peu plus loin du risque cardiovasculaire, mais de faire un bilan du foie régulièrement, parce que celui-ci peut être gras et éventuellement se fibroser. Donc, tout ça, c'est un peu global. Dans tout ce qui est biologique également, il va être recommandé de surveiller les reins, parce que les reins peuvent être impactés également par l'hyperglycémie chronique du diabète, notamment s'il est déséquilibré. Et donc, on va vérifier au moins une fois par an la créatinine, et donc calculer un débit de filtration rénale. Est-ce que vos reins filtrent bien les liquides de votre corps? Est-ce qu'ils fabriquent bien les urines? Est-ce qu'ils éliminent bien les déchets dedans? Et on regarde également dans les urines, souvent sur un échantillon, est-ce que les reins ne laisseraient pas passer des protéines qui devraient normalement recycler? C'est un petit peu, j'aime bien la métaphore du café filtre. Bon, c'est un peu rétro, mais il y a, est-ce que votre cafetière, elle fait bien couler votre café? Et ensuite, est-ce qu'elle laisse du marc dans le café? Est-ce qu'elle laisse passer des choses qu'elle ne devrait pas laisser passer? Est-ce qu'il y a des trous dans le filtre? Donc, c'est ces deux choses qu'on aime regarder au niveau des reins, puisque la complication rénale, les complications rénales du diabète, comme plein d'autres, elles peuvent être longtemps silencieuses. Et donc, si on ne va pas voir cette prise de sang et cette analyse d'urine, on peut passer à côté d'une complication débutante qui peut être améliorée si rapidement on réagit et qu'on rééquilibre le diabète. Dans les différents examens qui peuvent être touchés par les complications du diabète, il y a l'œil. Et donc, il est recommandé d'aller consulter son ophtalmologue, un ophtalmologue si vous n'en avez pas encore, au moins une fois par an, éventuellement 2 ans quand on est bien équilibré, etc., etc. On va faire un fond d'œil, c'est-à-dire qu'on va regarder la rétine, mais pas que, pour voir s'il y a un début d'atteinte oculaire liée au diabète. Et la plus fréquente, c'est la rétinopathie diabétique, donc la maladie de la rétine liée au diabète. Et ça, de la même manière, au début, elle est silencieuse. Et donc, si on ne va pas faire cet examen et qu'on attend d'avoir des symptômes de l'œil et de la vue, souvent, c'est que c'est plus avancé que ce qu'on aurait voulu. Parfois, on va consulter son ophtalmo pour vérifier son acuité visuelle, refaire ses progressives, etc. Et en fait, entre-temps, on a été diagnostiqué diabétique. Il ne faut pas hésiter à prévenir son ophtalmo. Dire, ah bah, entre-temps, j'ai été diagnostiqué diabétique et voilà à peu près à combien est mon hémoglobine glyquée. Ça permettra à l'ophtalmo d'adapter ce qu'il vous fait comme bilan. Parce qu'on ne fait pas un fond d'œil à tout le monde, tout le temps, à chaque examen. Mais on le fait systématiquement si vous êtes diabétique. Il faut bien penser à annoncer ça. Dans les examens recommandés qu'on oublie souvent, il y a l'examen bucco-dentaire. C'est un petit peu le parent pauvre du suivi régulièrement. Donc ça se fait chez le dentiste. Je ne vous apprends pas grand-chose. Attention, dentiste n'est pas orthodontiste. Donc si vous par hasard vous avez, on en voit de plus en plus chez les adultes, de l'orthodontie, des bagues, des contentions dans la bouche, suivi par un orthodontiste, il ne fait pas forcément la dentisterie classique et la surveillance. Donc c'est bien d'avoir aussi un dentiste classique.
Et également, attention, avoir un appareillage complet haut et bas, c'est-à-dire plus de dents initiales, n'empêche pas d'aller faire le point régulièrement de son appareillage, de la santé de ses gencives, du risque infectieux, etc., etc. Il y a un vrai lien entre parodontopathie, gingivite, parodontite, etc., et les infections dentaires et le diabète. C'est-à-dire que le diabète favorise les problématiques dentaires, et notamment les parodontopathies, c'est-à-dire les rétractions gingivales, les mobilités dentaires, les poches d'infection sous les dents. Et en même temps, un mauvais état bucco-dentaire influence le mauvais contrôle glycémique. Donc on a souvent un diabète qui est moins bien équilibré quand on a un mauvais état bucco-dentaire. Et quand on a un diabète déséquilibré, bah, ça entraîne un mauvais état et des infections bucco-dentaires. Donc finalement, il y a une influence cause-conséquence. Et donc l'examen bucco-dentaire et le conseil bucco-dentaire, il est très important. Et souvent, on le passe un petit peu à la trappe. Je m'étais noté. Éventuellement, dans les petites informations, si vous en cherchez, il y a le site mabouche-ma-santé.fr qui récapitule. Il y a une fiche sur diabète et santé bucco-dentaire et quels sont les conseils en termes de lavage, de brossage, de fréquence, de lavage interdentaire, de contrôle chez le dentiste, etc. De la même manière, beaucoup d'informations que je vous donne aujourd'hui, vous les retrouvez sur le site Amélie assez facilement et également sur le site de la Fédération française des diabétiques. Faut pas hésiter à aller farfouiller un petit peu, il y a vraiment beaucoup d'informations de sources sûres. Au niveau des examens, et je pense que c'est le septième, c'est l'examen des pieds. Pareil, on en parle souvent moins que le cœur et le cholestérol. Cependant, on sait que les pieds, chez le diabétique, c'est fragile. Pourquoi? Parce que euh, quand on a une hyperglycémie chronique, on peut avoir donc plein d'organes éventuellement atteints avec des complications. On peut avoir les artères qui emmènent le sang oxygéné jusqu'aux périphéries, donc jusqu'au bout des pieds, qui sont un peu bouchés, donc qui oxygènent moins les pieds. On peut avoir une atteinte des petits nerfs de la sensibilité des pieds qui sont abîmés et qui font qu'on peut sentir qu'on marche un peu sur du coton ou qu'on sent pas très bien si on touche la plante des pieds. Il y a d'ailleurs un petit test qui peut être fait régulièrement, qui s'appelle le test au monofilament. C'est-à-dire qu'on va tester plusieurs zones du pied comme un petit fil de pêche un peu épais pour voir si vous sentez bien. Et donc, quand on a des pieds pas très bien vascularisés, une sensation pas très bonne, suffit que vous ayez un caillou dans la chaussure, une chaussure neuve qui gêne et qui frotte, et on peut se blesser et ne pas le sentir tout de suite, parce que comme les nerfs sont un petit peu atteints, la douleur, elle se fait pas ressentir, et donc quelque chose qui éventuellement se surinfecte, et puis qui est long à guérir, etc., etc. Donc, surveiller la neuropathie diabétique, la bonne vascularisation des pieds, le bon chaussage, le fait qu'il n'y ait pas de petits champignons, de petites mycoses entre les orteils qui sont des portes d'entrée à des bactéries, tout ça c'est important et donc ça se fait au moins une fois par an. En résumé, c'est vraiment le résumé du résumé. L'idée c'est d'avoir un examen clinique, donc par un médecin, complet une fois par an et un électrocardiogramme. Cet examen clinique, c'est pas obligé qu'il soit fait une fois par an en un coup. Mais grosso modo, il faut que les pieds soient vus une fois par an. Il faut que, voilà, attention à chaque fois, euh, l'électrocardiogramme une fois par an, mais c'est pas obligé que ce soit tous sur le même rendez-vous, parce que idéalement, il faut y aller tous les 3 ou 6 mois. Donc ça peut se diviser en plusieurs temps parce que c'est un examen qui est assez cossu. Au moins un bilan prise de sang une fois par an et urine, sauf l'hémoglobine glyquée de l'équilibre du diabète, qu'il vaut mieux faire tous les 3, exceptionnellement 6 mois. Et ensuite, en visite autre, dentiste et ophtalmo une fois par an. Et après, en fonction des besoins de chacun, interviennent les autres intervenants, c'est-à-dire éventuellement diabéto, éventuellement cardiologue, etc., etc. L'idée, c'est donc de détecter précocement les complications, de les prévenir, de mieux être acteur et donc de mieux vivre sa maladie chronique et donc d'avoir une meilleure durée et qualité de vie, plutôt que de découvrir sur le tard, au dernier moment, des complications déjà avancées avec les conséquences que ça peut avoir. Donc, je peux que vous conseiller d'en parler avec votre médecin traitant, de planifier vos examens si vous vous souvenez, ah oui, j'ai mon rendez-vous à prendre chez le cardiologue depuis pas combien de temps. Bah, peut-être que c'est le moment, suite à ce webinaire, de dire, allez, hop, je m'assois à mon bureau et je prends mes rendez-vous.
En tout cas, c'est vrai que c'est une vraie planification. C'est quand même conséquent à faire et à penser. Mais voilà, discutez avec votre médecin traitant. Et puis, il y a d'autres possibilités d'être accompagné pour essayer de rien oublier, de bien tout comprendre et puis de mieux vivre tout ça. En deuxième partie, l'idée, c'est que je vous explique un petit peu ce qu'on peut proposer au centre d'examen de santé de l'UCIRSA. Donc, on est le centre d'examen de santé qui est à La Riche. On est au niveau du quartier, un petit peu derrière le jardin botanique. On dépend de la CPAM depuis maintenant une dizaine d'années. Et on a la chance, en plus des examens de prévention en santé, de faire ce qu'on appelle de l'éducation thérapeutique. C'est un mot un petit peu pompeux ou barbare, mais qui signifie que on est certain à être formé pour accompagner les personnes souvent qui ont des maladies chroniques, donc là entre autres on parle du diabète, à mieux connaître, comprendre, maîtriser la maladie, à répondre aux questions, à accompagner dans des changements positifs du mode de vie, tout ça pour un meilleur vécu et une meilleure stabilité de la maladie. Donc le programme d'éducation thérapeutique qui est proposé à l'UCIRSA, il est pour toutes les personnes diabétiques de type 2, quel que soit le traitement, voire même pas de traitement, mais un diagnostic posé, jusqu'à l'insuline, la pompe, et évidemment les aidants. C'est-à-dire que si monsieur est diabétique, mais que c'est madame qui épaule beaucoup, on peut bien sûr accueillir tout le monde pour discuter ensemble. On peut bénéficier de cet accompagnement soit en passant par le médecin traitant qui nous fait un petit courrier, soit en faisant un examen de prévention en santé complet et ou en discutant avec les professionnels lors du centre de l'examen de santé. On pose l'indication, tu dis, tiens, est-ce que vous viendriez pas discuter avec nous, qu'on fasse un peu le point là, sur la maladie, ou sans examen de santé par entrée directe et je vous donnerai les coordonnées un petit peu plus tard. En vrac un petit peu, l'idée ici, parce que tous les programmes d'éducation thérapeutique ne sont pas formés de la même manière, ils ne se construisent pas toujours de la même manière. Vous pouvez d'ailleurs avoir accès aux différents programmes d'éducation thérapeutique de la région sur un site qui s'appelle Prévaloir, Prevaloir, peut-être E. Euh, Puisque là, on parle du diabète, mais il y a aussi d'autres maladies chroniques qui ont des programmes d'éducation thérapeutique et il y a aussi d'autres lieux qui en proposent, peut-être plus proches de chez vous, si vous êtes éloigné de Tours et de la Riche. L'idée ici, c'est de commencer toujours par un rendez-vous individuel, donc soit avec une des infirmières d'éducation thérapeutique, soit avec moi qui suis le médecin référent d'éducation thérapeutique sur le centre, pour faire le point, débriefer, répondre à vos questions, faire un point de situation, un point d'étape sur le diabète, et puis éventuellement identifier des pistes d'accompagnement, des souhaits de votre part, voilà, de comment on peut faire pour que tout ça soit encore mieux. Et ensuite, si vous le souhaitez, on peut prévoir quelques rendez-vous individuels ou intégrer des groupes d'ateliers où plusieurs personnes avec du diabète, mais aussi parfois d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, partagent un moment animé par nos infirmières en éducation thérapeutique sur des thématiques choisies. Souvent, il y a l'alimentation, l'activité physique, mais aussi notre psychologue qui peut intervenir sur le stress et le sommeil, ou de la tabaco, tout ça c'est possible. Ça se fait ici, chez nous, au centre d'examen de santé. Pour les entretiens individuels, hormis le premier, on aime bien vous recevoir en direct et en chair et en os. On peut éventuellement s'organiser par téléphone pour simplifier les échanges quand il y a de la route. Et puis tout ça, c'est pris en charge directement par l'assurance maladie, donc ça ne nécessite pas de paiement de votre part. À la fin des moments clés, on envoie un compte-rendu au médecin traitant, sauf non-souhait de votre part, pour partager évidemment ce qui se passe ici. Si ça vous intéresse, donc c'est possible de vous inscrire directement pour un premier entretien pour discuter, pour faire le point, pour voir ce qu'on peut faire pour vous et comment on peut vous accompagner un petit peu, soit directement au niveau de la secrétaire d'éducation thérapeutique qui s'appelle Nathalie, et elle est au 02 47 36 36 41. Faut pas hésiter à prévenir que vous appelez suite au webinaire diabète, comme ça elle fera le lien avec le fait qu'on vous a pas vu en examen de santé. Ou sinon, vous pouvez bénéficier d'un examen de santé. De la même manière, vous pouvez éventuellement appeler ce numéro au 36 36 41, mais aussi l'accueil de l'IRSA au 02 47 36 36 36 ou prendre rendez-vous sur le site de l'UCIRSA. N'hésitez pas à rappeler pour insister un petit peu si vous sentez que ça ne va pas assez vite selon vous, que vous êtes très pressé de nous voir. Et c'est tout pour moi. Je vous remercie de votre attention et on va laisser la place aux questions. Merci Morgane. On va juste terminer avec la petite présentation de Sophia par Donc, Ganaël. je me présente, Ganaël Vanufeland. Donc, je vais, pour vous laisser du temps avec les questions-réponses, aller rapidement vous présenter donc
Le dispositif Sophia de l'assurance maladie. Hop. Est-ce que le partage est bon? Est-ce que ça fonctionne? Ouais, super. Alors, si ça veut bien. Oh. Est-ce que la slide bouge? Peut-être pas. Non. Ah, voilà. Donc, le dispositif Sophia, c'est un dispositif qui est gratuit de l'assurance maladie. Donc, le Sophia Diabète, c'est une prise en charge que vous avez. Vous pouvez contacter en fait un numéro qui est gratuit pour avoir des infirmiers ou infirmières directement en ligne si vous avez des questions et que, par exemple, votre professionnel de santé n'est pas tout de suite disponible. S'ils peuvent vous accompagner donc sur l'activité physique, l'alimentation, les examens médicaux qui ont été rappelés juste avant et arrêt du tabac parce qu'effectivement c'est un facteur aggravant. Le numéro de téléphone, c'est le 08 09 40 00 40. Et comme je vous disais, il est gratuit. Et vous recevez aussi par courrier, en fait, un petit fascicule, un journal, on va dire ça comme ça, où vous avez des témoignages de personnes, mais aussi de magnifiques recettes telles que le carré poulet, adaptées à votre situation. Donc, comme je le disais, c'est effectivement sur ces numéros-là, en métropole, le 0809 400 040, ça, on est sur la même chose. Vous recevez normalement un courrier d'inscription pour pouvoir vous inscrire. Après, sachez que si ce n'est pas le cas, pas de panique, vous pouvez contacter ce numéro-là et en fonction de votre situation, ils font effectivement vous inscrire, tout simplement. Vous avez aussi sur votre compte Amélie, dans votre espace prévention Sophia, l'accès. Voilà. Et pour information, donc vous avez un site de coaching en ligne qui est accessible 24 heures sur 24. Voilà, je vais laisser place aux questions du coup pour qu'on ait le temps. Hop. Oui, alors, les questions. Attends, je vais prendre juste le partage. Voilà. Donc, tiens, tu peux... Ah bah, je vois que ça a déjà été répondu, c'est parfait. Du coup, alors si je prends la question de Anne, bonjour, la CEPA m'a invité, ce webinaire très intéressant. Mon mari est en ALD diabète, peut-il s'inscrire au programme Sophia? Tout à fait. Effectivement, quand on a justement une prise en charge et qu'on est indiqué en ALD diabète, on peut s'inscrire sans souci à Sophia. Ouais. Ok. Alors, je regarde rapidement parce que c'est intéressant de partager les questions et les réponses. Existe-t-il un lien entre la prise de médicaments diurétiques contre l'hypertension et la survenue du diabète? Donc, en réponse, il est possible dans certains cas d'avoir une influence, oui. Que manger en cours d'après-midi? Plutôt un laitage et un fruit ou un laitage et une tartine de pain beurré, par exemple. L'examen du fond d'œil a un double intérêt, dépister une rétinopathie diabétique, mais c'est aussi une fenêtre sur la micro-angiopathie diabétique au niveau des autres organes, notamment le rein, le cœur. Les complications micro-angiopathiques sont souvent liées en effet. Et on avait une autre question. Bonjour, mon médecin m'a dit de manger le fruit en début de repas et en milieu d'après-midi. Qu'en pensez-vous? Donc, je vois que Élodie, tu as répondu. L'estomac fonctionne comme un mixeur qui va se fermer en bas dès les premières bouchées absorbées. Tout le bol alimentaire va se mélanger, donc pas d'incidence concernant l'ordre des aliments au repas. Évitez les fruits seuls hors repas. Sans d'autres aliments, la glycémie va très vite monter. Très bien. Alors, on a plein d'autres questions qui ne sont pas sur le chat, donc je vais y revenir quand même rapidement. Mesdames, Il y si a, vous il voulez faire y a une quelques, question, 1 minute, c'est cool. il y a deux autres questions sur le chat qui sont apparues. Ok. Ça va plus vite que moi, j'arrive. Notamment, bonjour, si la glycémie est bonne sur 2 mois, peut-on arrêter le traitement? Alors, c'est toujours des situations individuelles qui mériteraient de questionner plein de choses. Cependant, si la glycémie est bonne grâce au traitement, en arrêtant le traitement, on peut se dire qu'elle sera probablement moins bonne. Dans ces cas-là, il faut continuer le traitement. Ensuite, 2 mois, c'est un petit peu court.
Parce qu'on a vu que l'hémoglobine glyquée, qui est le meilleur reflet de l'équilibre glycémique, c'est quand même plutôt sur 3 mois. Donc, dans tous les cas, il faut faire le point avec son médecin traitant, ou en tout cas la personne qui a commandité la surveillance glycémique, mais ça paraît un peu juste. Il y a Eric aussi qui nous demande, concernant l'alimentation, rien n'a été dit sur l'alcool. Alors, oui, on m'entend. Oui, j'ai remis le. Oui. Alors, l'alcool, seul pris comme ça, aura tendance à avoir une action hypoglycémiante. Donc, il est préférable, si on doit consommer de l'alcool, de manger aussi un petit quelque chose pour éviter cet effet hypoglycémiant. Après, l'alcool est contre-indiqué avec tous les traitements médicamenteux, puisque c'est le foie qui va gérer un petit peu tout ça. Donc, cette surcharge au niveau de l'alcool n'est pas très, très bien conseillée, de toute façon, avec les médicaments. D'autre part, l'alcool étant aussi relativement calorique et n'apportant pas des calories utiles à l'organisme, bah, si on est dans une démarche un petit peu de surveillance de ces apports caloriques, il vaudra mieux aussi limiter les consommations. Très bien. Alors ensuite, on avait une question de Léa qui nous demandait quelles étaient les recommandations d'assurance maladie et des autorités françaises concernant la part des glucides dans l'alimentation des personnes en résistance à l'insuline, en prédiabète ou en diabète de type 2. Je vous ai perdu. Donc, on va voir comme c'est de la diététique, je laisse la main, mais Euh, alors, je reprends la démarche de la question. C'était En fait, les recommandations assurance maladie, autorité de santé concernant la part des glucides dans ouais. l'alimentation des personnes en résistance à l'insuline, en prédiabète ou en diabète de type 2. Alors, quel que soit le stade en fait du diabète ou en tout cas de sa prise en charge, on restera comme tout le reste de la population bien portante à 50% des apports glucidiques sur la journée, sur l'ensemble de tout ce que l'on mange. Ça doit représenter la moitié de l'ensemble des aliments. Donc, quand on parle glucides, on est bien sur les glucides qui sont intéressants, donc les glucides complexes, riches en fibres et pas forcément les sodas, les bonbons, voilà, tous ces glucides plus parasites qui ont une incidence à la fois sur le poids et la régulation du diabète. Donc, ces recommandations sont valables pour le diabétique, bien évidemment. C'est toujours la qualité qu'on ira. Après, bien sûr, dans le cas du diabète, on va parler de répartition glucidique, c'est-à-dire que ces 50% seront répartis sur 3 ou 4 repas de façon à être adaptés au mode de vie, voire même au traitement. Voilà. Emmanuel nous demande si, comme elle est suivie par son médecin traitant, est-ce qu'elle doit quand même aller voir un diabétologue? pas forcément j'étais en train de répondre à l'écrit, Oui. pas forcément dans de nombreux cas, le médecin traitant est tout à fait compétent et suffisant pour accompagner, suivre et dépister les complications du diabète. Dans certains cas, comme un diabète très déséquilibré, des thérapeutiques un peu complexes, des complications avancées, on peut faire appel au diabétologue en collaboration avec le médecin traitant. Souvent, le médecin traitant le dit en disant, voilà, là, ça vaut le coup qu'on passe l'étape supérieure. Et vous avez aussi des diabétologues qui vous diront, moi, je ne vous suivrai pas parce que vous avez un diabète équilibré avec seulement des comprimés, sans complications. Et donc, c'est pas nécessaire. Donc, on n'est pas du tout obligé d'avoir un diabétologue. C'est dans certaines situations et ça se discute avec son médecin traitant entre lui. Quel lien entre diabète et triglycérides, pardon? Entre diabète et Et Les triglycérides. triglycérides. Les triglycérides, c'est un gras, donc c'est dans l'exploration des anomalies lipidiques, mais en effet, c'est pas un gras qui augmente avec la consommation alimentaire de gras. C'est un gras qui est, comme il est dit dans son mot, trigly, donc il y en a le gly de glycémie, qui est influencé par tous les métabolismes du sucre et la consommation du sucre, en tout cas des glucides simples, rapides. Et donc souvent, un diabète déséquilibré entraîne une hypertriglycéridémie. Et souvent, quand on équilibre le diabète, on améliore l'hypertriglycéridémie. Donc, en effet, il y a un lien assez direct avec l'alcool également. Claudine nous demande si le sport est conseillé et s'il y a des aides pour nous aider à financer une salle de sport. Évidemment, le sport est conseillé. En tout cas, le sport au sens sport, pas forcément. L'activité physique adaptée, régulière est conseillée. Comme ça, de but en blanc, il n'y a pas d'aide pour financer une salle de sport, mais après, il va y avoir tout ce qui est sport santé.
avec des associations, et c'est là où le listing va me manquer, mais je pense qu'il y a des possibilités de faire de l'activité physique adaptée aux diabétiques dans le cadre associatif et médical, mais il n'y a pas d'aide comme ça pour financer ça. Johnny nous dit bonjour, merci pour la qualité de vos interventions. Merci aux intervenantes. Du coup, j'ai bien pris connaissance de tous les examens effectués. L'endroit où j'habite n'est pas bien desservi en médecin pour trouver un dentiste, par exemple. Et oui, c'est compliqué. Une aide de la CEPAM est-elle possible pour appuyer une prise de rendez-vous? Oui, effectivement, vous pouvez avoir une aide. En fait, on a un service avec deux personnes qui sont dédiées à l'accompagnement pour éviter tout ce qui est renoncement aux soins. Donc, ça s'appelle la MISAS Mission Accompagnement Santé. Vous pouvez les contacter, en fait, la CPAM au 36 46 ou alors passer à l'accueil. Ils vont transmettre l'information à mes collègues et après, elles vont prendre contact avec vous pour justement essayer de trouver un professionnel de santé. C'est un accompagnement, c'est-à-dire que c'est voilà, pas à la place d'eux, mais avec vous pour que justement vous puissiez y accéder. Malheureusement, elles n'ont pas de baguette magique, mais par contre, voilà, elles sont très bien et puis elles lâchent pas facilement. Donc, faut pas hésiter, au contraire, soit contacter au 36 46 ou si vous pouvez vous déplacer en accueil et parler de la MISAS, Mission Accompagnement Santé. Voilà. On a encore deux questions. Je sais que le temps passe, mais il y a aussi des petites questions auxquelles j'aurais voulu répondre qui ont été posées avant. Voilà, on fait vite. Donc, Jeanne, le bilan podologique et les soins de pied, à quelle fréquence? Je crois qu'on en a Pour, parlé tout à l'heure. alors, la situation des pieds, elle se grade en fonction des complications, Grade 2, si là. on a une atteinte des nerfs, une atteinte des artères, une déformation, etc. Donc, pour un pied de grade 2, parce que bon, Marie-Jeanne connaît son grade de pied, il me semble que c'est 4 à 5 visites de suivi et de soins chez le pédicure podologue qui peuvent être remboursées. Donc, ça peut dire qu'on peut y aller moins s'il y a besoin d'y aller moins, mais une fois par trimestre, ça paraît intéressant à discuter avec son pédicure podologue. Bien faire préciser sur l'ordonnance que on est dans le cadre d'un pied diabétique grade 2, ce qui permettra le remboursement. Sinon, si on n'a pas l'info, là, c'est que rembourse pas. Pour Christophe répondre nous à... dit, oui, Vas-y. existe-t-il des stages pour rééquilibrage alimentaire pour éviter d'être perdu dans ses propres besoins sport alimentation à l'UCRSA? Alors, le terme de stage n'est pas forcément approprié puisqu'on ne va pas vous avoir sous la main, mais on peut faire des entretiens de discussion pour essayer de vous aider à être un peu moins perdu. Et éventuellement, si on n'est pas en capacité de vous accompagner, c'est de voir vers qui vous réorienter pour que vous soyez encore un peu moins perdu. Donc voilà, c'est pas des stages, mais on peut essayer de vous aider à retrouver des pistes sans problème. Claudine, y a-t-il possibilité de faire du sport avec des séances régulières chez un kiné? Sera-t-elle prise en charge? Il me semble qu'on peut faire ce qu'on appelle de la rééducation, de la réadaptation cardiovasculaire sur ordonnance chez un kiné, à voir en termes d'intitulé de prescription ce qui passe pour la prise en charge et ensuite en termes de disponibilité de kiné et d'acceptation de kiné. Mhm. Mais il y a parfois possibilité de faire voilà, ce qu'on appelle de la rééducation cardiovasculaire. C'est pas vraiment du sport et ça a un début et une fin. Emmanuel me demande est-ce que les soins de pédicure sont remboursés par la CEPAM, sachant que j'ai une ALD pour le diabète? Alors donc effectivement, en fonction du grade, il y a une prise en charge de la caisse et comme l'a dit le docteur Akai, il faut bien préciser que c'est diabétique de grade 1, grade 2, en fonction de son grade, pour que la prise en charge se fasse correctement. L'assurance maladie prend-elle en charge un diabétique et comment procéder? Eh bien, dans ces cas-là, il faut effectivement voir le professionnel de santé pour qu'il puisse transmettre un protocole de soins pour nous spécifier que effectivement il y a un diabète qui est déclaré et que donc nous, on prenne en charge à 100%. Ah, on va avoir une inscription à la riche, je crois. Il y a quelques dernières questions. Alors, Morgane, je crois que tu peut-être devais y aller, mais je voulais reprendre juste les questions que j'ai eues auparavant. Et, vas-y, on prend 5 minutes, on avait reçu des questions un petit peu en amont du webinaire. Alors, il y avait beaucoup sur l'alimentation, hein, mais on avait sur les régimes low carb ou cétogènes. Quelle est la position actuelle en France vis-à-vis de ces approches alimentaires? Sont-elles envisagées dans certaines situations spécifiques ou déconseillées? Quels sont les risques ou précautions à connaître? En Euh, quelques mots. en quelques mots, ça va être assez simple puisque en France et même en Europe, actuellement, les recommandations, elles sont
pas pour encourager les very low carbohydrate diet, c'est-à-dire que tout ce qui est régime cétogène ou très bas en glucides, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recommandation de baisser beaucoup les glucides. Et donc, comme il n'y a pas de recommandation, et ben forcément, il n'y a pas de protocole de suivi et il n'y a pas de situation spécifique. Donc, la réponse, elle s'arrête un petit peu là. C'est-à-dire en France et en Europe, c'est non recommandé de suivre ce type d'alimentation médicalement. Ça s'arrête là. Sur les glucides, au-delà de leur rôle énergétique, existe-t-il aujourd'hui un consensus scientifique clair sur l'intérêt réel des glucides pour la santé métabolique en dehors des fibres et micronutriments qui peuvent être apportés autrement, par les légumes notamment? J'avais un peu botté en touche cette question qui me paraît assez physiopathologique et physiologique. Ouais, Le il est rôle vrai que principal des glucides, ça reste quand même le rôle énergétique. ah, Donc, la mitochondrie, si on fait un peu de biologie, elle se nourrit que de glucose. Donc, en termes de physiologie pure, oui, il y a un rôle, sachant que la fibre est elle-même déjà composée d'une base glucidique, hein, donc on se retrouve, donc oui, on a trouvé un intérêt thérapeutique aux fibres, mais le glucide reste parmi les trois nutriments indispensables au fonctionnement de l'organisme. si Donc on oui, enlève en effet l'intérêt du rôle énergétique et le rôle des fibres des glucides, bah forcément, si on demande bah, qu'est-ce qui reste à part ça, bah, c'est un petit peu plus gros quand même. c'est ça. Ok. Suivi médical adapté pour les personnes qui souhaitent adopter une alimentation plus pauvre en glucides, quel type de bilan sont recommandés, à quelle fréquence? Bilan Pas de bilan BABT. recommandé puisque pas d'alimentation recommandée en très pauvre en glucides. Ok. Donc ensuite, après, il faut faire de l'individuel au cas par cas en consultation. Ok. Il n'y a pas de grande ligne. Il y a Philippe qui nous demande quel est le lien entre le sommeil et le diabète, notamment la glycémie du matin. Sur moyen et long terme, on sait qu'un bon sommeil, donc en termes de qualité et de quantité, c'est plutôt bénéfique à l'équilibre glycémique. Après, à l'échelle d'une nuit, il s'observe qu'il y a de moins bonne glycémie dans les suites d'une mauvaise nuit. Encore est-il qu'il faut définir mauvaise nuit. Mais là, comme ça, pas de lien direct et clair. Nuit comme ça, nuit pas Mhm. comme ça, glycémie pas comme ça. Mais il vaut mieux un bon sommeil, pas d'apnée du sommeil ou les faire appareiller, dormir suffisamment, qualitativement, euh, etc. Angélique, alors, avait pas mal de questions sur l'alimentation. Je crois que Élodie t'y a répondu lors de ta présentation. Est-ce que je peux manger du butternut, potimarron, quelle quantité? Voilà. Je peux prendre du miel dans mon thé. Enfin, je crois que voilà, tu t'es appuyé sur cette question pour ta Oui, présentation. merci Madame Picard, puisque elle Voilà, avait, donc euh, elle avait un petit peu regroupé toutes les demandes c'est que l'on ça. retrouve très très fréquemment. Donc, bah, j'espère lui avoir répondu au fur et à mesure. Normalement, j'ai fait un petit peu le tour, sauf les crêpes, et je dirais que oui, elle peut manger des crêpes le matin. Yes. Il y avait une question. Oui. Non. Oui, on avait aussi reçu une question sur quelqu'un qui prend l'avion C'est ça. en Exactement. décembre sur environ 7 heures de vol 7 avec heures un de. Ouais, décalage ouais, c'est ça. d'horaire. Mm. C'est Comment compliqué supporter en fait au mieux ce déplacement? C'est compliqué de faire des recommandations là comme ça, sans la situation exacte, etc. Cependant, si sur le site Amélie de la rubrique Vie pratique et diabète, il y a Voyager en toute sécurité et il y a pas mal d'informations sur comment on prépare un voyage et comment on optimise, que ce soit l'ordonnance, comment s'il y a de l'insuline, comment on fait pour la transporter et comment on s'organise. Et ensuite, sur le site de la Fédération française des diabétiques, il y a des articles comme Mon traitement en voyage, gestion de ma glycémie en voyage, checklist du voyageur et un document qui s'appelle Le diabète à l'aéroport sur le site du ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Transition écologique. Tout ça, ça se recherche, ça se retrouve assez facilement, mais voilà, il y a pas mal d'infos intéressantes sur le site Amélie, le site de la Fédération française diabétique et puis le site du ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Transition écologique pour diabète à l'aéroport. On avait Christelle aussi, alors qu'il y avait pas mal de questions par rapport à son médecin. Est-il le mieux placé pour mon suivi? Donc, je pense que Ah Marie oui. a répondu tout à l'heure. Oui, c'est ça, sur ça. C'est Ensuite, ça. il y Euh, avait est-ce qu'une Perte perte de de poids poids et activité. Ta, 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 ta. Est-il ouais. possible, avec une perte de poids et activité, de réduire les médicaments, voire les supprimer, si HB1 assez dans l'objectif où il y aurait toujours un traitement?
Est-ce qu'un diabétique sous traitement médicamenteux passera à un moment donné sous insuline? Peut-on avoir des complications même avec un diabète équilibré? Avec l'approche des fêtes, comment se faire plaisir sans trop impacter la glycémie? Et j'ai lu que l'huile d'origan en gélule peut aider dans le contrôle du diabète. Est-ce vrai? Ça fait beaucoup de questions. Top chrono, Top chrono. question-réponse. Chaque situation est individuelle et donc dans certains cas, au tout début du diagnostic de diabète, quand il est fait précocement, en ajustant le mode de vie, c'est-à-dire activité physique, alimentation, on peut parfois équilibrer l'hémoglobine glyquée et donc le diabète sans mettre de médicaments. Ou parfois on peut reculer un petit peu, mettre un médicament, l'enlever, mais on va plutôt en avançant dans la progression thérapeutique plutôt qu'en reculant, mais on peut avoir un diabète équilibré sans traitement, juste en ajustant le mode de vie, et ça pendant parfois un certain temps. Tous les diabètes ne progressent pas tous jusqu'à l'insuline. Donc on peut avoir un diabète équilibré et rester sous comprimé ou sous injection qui ne sont pas des insulines, ça existe. Donc voilà, pas forcément, tous les diabétiques ne vont pas forcément à un moment donné être sous insuline. On peut malheureusement avoir quand même des complications du diabète malgré un diabète équilibré, mais le meilleur moyen d'éviter ou de minimiser les risques de complications, ça reste quand même d'équilibrer son diabète. C'est le mieux qu'on sache faire, mais c'est quand même toujours le principe du risque. C'est-à-dire, il n'y a jamais zéro risque de complications avec un diabète équilibré. Et puis il y a des gens qui ont des diabètes très déséquilibrés, mais qui ne vont pas faire beaucoup de complications. Voilà. Donc on diminue franchement le risque de complications en équilibrant bien son diabète et puis en surveillant ses complications, parce qu'on a vu qu'il y en a beaucoup qui étaient silencieuses. Et si on veut les attraper au début ou essayer de les faire régresser quand c'est encore possible, il vaut mieux les voir toutes petites. Et puis Parfait. à l'approche des fêtes, comment se faire plaisir? Elodie, si tu as Alors oui, heureusement, on peut se faire plaisir. Ce sera encore une question peut-être quantitative au repas, de pouvoir arriver à remplacer une chose par une autre pour limiter en favorisant ce qui vous fera le plus plaisir. Si on a de l'insuline, on peut aussi demander conseil pour adapter les doses d'insuline au moment où les repas seront plus importants. Voilà, de tenir compte des heures de prise pour minimiser aussi l'impact des produits qui pourraient être, entre autres, plus sucrés qu'habituellement. Donc, généralement, c'est dans les desserts, les chocolats, les choses comme ça. Mais oui, on a tout intérêt à se faire plaisir. Il faut que ça reste un plaisir. On termine juste les questions. Je vois qu'Emmanuel nous a demandé comment puis-je avoir le document que vous veniez de dire. Donc, je pense qu'on a dû y répondre. C'était peut-être plus tôt. Je ne sais bah, pas quel c'est des document. liens un petit peu compliqués. C'est Après, des en liens, réécoutant ouais, le c'est sur les replay, sites. je pense, et en se notant un petit peu, ça Oui, se oui. retrouve assez facilement. Sinon, en tapant les mots-clés que j'ai dit sur un moteur de recherche, on les trouve assez aisément. Ça arrive assez vite. Peut-on consulter une diététicienne remboursée par la sécurité sociale? Donc, vous avez la prise en charge d'un médecin, nutritionniste, diététicien, effectivement, qui est possible par l'assurance maladie. Et Enfin, il faut rendez-vous. qu'il soit médecin. Hein? Pardon? Il faut qu'il ait le Par contre, statut oui. C'est médecin. pour ça, pardon, comme vous précisez, c'est que par Médecin. contre, il faut que ce soit bien un médecin, effectivement. Les Euh, mutuelles peuvent avoir un petit oui, forfait pour du Tout à fait. paramédical. En fonction des effectivement. contrats. Mais on peut avoir quelques consultations de diététicienne, nutritionniste et pas médecin nutritionniste. Enfin, Les rendez-vous médicaux sont-ils pris en charge quand on a une AFD, type ophtalmologiste? Les rendez-vous médicaux type ophtalmologiste, à partir du moment, je relis pardon, la question, à partir du moment où effectivement c'est en lien avec votre pathologie, vous avez une prise en charge à 100%. Il faut juste que ce soit spécifié sur la prescription que c'est en lien avec votre 100% en fait. On termine avec cette question. Quel est le rapport avec l'apnée du sommeil et le diabète? On a un peu parlé de sommeil tout à l'heure. oui, grosso modo, Oui. l'idée, en tout cas, c'est que l'apnée du sommeil fait qu'on s'oxygène mal en dormant parce qu'on fait des pauses respiratoires ou en tout cas la respiration n'est pas assez efficace pour bien oxygéner l'organisme. Un organisme mal oxygéné, c'est un organisme qui s'abîme et donc qui augmente le risque cardiovasculaire. Et un mauvais sommeil, ça augmente aussi le déséquilibre du diabète, qui est aussi un risque cardiovasculaire. Donc l'idée, c'est quand même de bien dormir, en tout cas de bien s'oxygéner en dormant, et on s'en aperçoit pas. On n'a pas forcément l'impression d'avoir passé une mauvaise nuit de sommeil. Cependant, on se réveille fatigué avec des maux de tête, une tension un petit peu élevée, etc. Mais on ne se dit pas j'ai mal dormi. Donc ça vaut le coup de vérifier tout ça parce que tout est lié. Il y a encore une question, mais après, vraiment, c'est la dernière. Il faut qu'on clôture le webinaire. Claudine, vous clôturez le webinaire. Est-il possible de faire une cure thermale pour apprendre à gérer le diabète? Euh, il me semble qu'il existe les cures thermales, donc c'est sur des indications particulières, c'est des formulaires à remplir avec son médecin traitant.
Il y a des motifs métaboliques ou endocrinaux, ça existe. Souvent, on y va plutôt pour de la rhumato, de la phlébologie, mais ça existe. Cependant, on est comme souvent sur des soins thermaux et pas forcément sur de l'éducation thérapeutique et sur de l'apprentissage. Après, il existe des séjours de soins de suite réadaptation dans des SSR qui s'appellent souvent obésité nutrition. C'est souvent pour les personnes en situation de surpoids, obésité et ou diabète. Ça, pareil, SSR diabète région centre. Il y a quelques établissements que je ne citerai point. Donc ça, c'est possible. Et ça, c'est pas des cures thermales, c'est des soins de suite réadaptation. Ça s'organise et c'est pris en charge par la Sécu. Parfait, merci beaucoup aux intervenantes d'avoir prolongé un petit peu le webinaire. Il y avait beaucoup de questions et merci pour vos questions. Ça permet aussi d'alimenter tout ça. On va clôturer. Du coup, vous aurez accès aussi au replay si vous voulez reconsulter tout ce qui a été dit et voilà, pouvoir reprendre des notes hein, parce que ça va un peu vite. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci encore à tous les intervenants. Merci. Puis bonne soirée à vous tous. Bonne soirée à tous. Soirée. Au revoir. Au revoir. Pareil.